Top. D'accord. Et d'accord. Ah, je suis connecté. J'étais même plus connecté. Voilà. Bon. Nous y allons. Nous sommes prêts. Est-ce que tout le monde peut Mhm. couper ses micros? Non, c'est bon. Alors, Monsieur Lucas, est-ce que vous avez encore votre micro? Non. Toc. Là, je l'ai. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Formidable. On s'entend. Alors, je disais qu'on attaque ce soir le deuxième volet du triptyque amour, désir, jouissance. Alors au début, vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues pour ceux qui s'en souviennent, et puis à la fin, ça sera plutôt nouveau. Donc le désir ce soir. Je vais extraire une première citation, l'extraire du séminaire 20, du séminaire Encore de Jacques Lacan, dans la séance du 16 janvier 1973, où il dit: Dans l'amour, ce qui est visé, c'est le sujet comme tel, en tant qu'il est supposé à une phrase articulée, à quelque chose qui s'ordonne ou peut s'ordonner d'une vie entière. Voilà. Donc 16 janvier 73 encore. Allez, on se débrouillera de tout ça, mais aussi de cette phrase que Lacan aime à faire résonner dans son sien séminaire cette année de 72-73. Il dit: Quand on aime, il ne s'agit pas de sexe. Là, c'est encore le séminaire, encore pratiquement au même endroit que ce que je viens de citer du 16 janvier. Voilà. Quand on aime, il ne s'agit pas de sexe. Mais quand il s'agit de sexe, c'est qu'il s'agit de désir. En 1911, on vola au Louvre le tableau de la Joconde de Léonard de Vinci. Le type qui fit cela dit en passant à l'entrée: C'est pour la restauration. Puis s'en alla en jouir tranquillement chez lui, en solitaire, pour quelque temps. On sait, par un Sacha Guitry, entre autres, qui vint interroger un gardien de la salle où était exposée la dite Joconde, au sourire énigmatique, que la foule se pressait alors quotidiennement, en plus grand nombre que d'habitude, c'est-à-dire lorsque le tableau était bien là, accroché au mur. Elle se pressait en plus grand nombre pour regarder quoi? Eh bien, pour regarder le clou, marqueur ici du manque. La Joconde, manquant à sa place, suscitait bien plus le désir de la voir manquante, absente, que présente. Le désir, la tendance, le souhait, le besoin, la convoitise, l'appétit sont des termes traditionnellement communs à la philosophie, la psychanalyse ou encore la psychologie. Ils convoquent alors les pulsions. La pulsion, ce concept freudien entre psychique et somatique. Cependant, pour Freud, cela désigne et la tendance et sa réalisation. C'est un accomplissement possible d'un souhait, d'un vœu, Wunsch en allemand, la langue de Freud, mais d'un vœu inconscient. Ce sont les mots Wunscherfüllung ou Wunschbefriedigung qu'utilise Freud. Ils sont équivalents au Wishfulfillment anglais. Il s'agit là de l'accomplissement d'un souhait inconscient ou de sa satisfaction. Lacan s'y prend tout autrement et c'est sa conception qui domine aujourd'hui en psychanalyse. Il reconceptualise le désir à partir de la tradition philosophique. Il s'agit alors avec Lacan d'exprimer quelque chose de l'ordre de la convoitise ou d'un appétit
qui ne peuvent se satisfaire que dans l'absolu, introduisant dès lors dans l'affaire de l'impossible. Ce n'est plus ici, avec Lacan, en aucun cas la pure et simple possible réalisation d'une tendance ou d'un souhait. Le désir, avec Lacan, devient désir d'un désir, d'où le terme plus approprié en allemand de Begierde et en anglais desire. La psychanalyse n'est pas le champ, la discipline ou le monde des choses, ni de l'être. La psychanalyse, c'est le monde du désir et de la jouissance, car c'est par leur biais que l'existence humaine prend son caractère de tragique. Réfléchissez bien que sans le désir et la jouissance, la vie et la mort n'auraient aucun sens. Le désir est lié à quoi? Il est lié à la loi de l'interdiction de l'inceste. Cette loi, on peut la dire, pour la psychanalyse, consubstantielle aux lois du langage. Elle interdit la jouissance au sujet parlant, la jouissance incestueuse. Grâce à cela, le sujet peut accéder à la parole et à son usage. Alors, du désir, reprenons. Reprenons. Pour désigner le désir, Freud utilise deux termes, Wunsch et Lust. Wunsch, cela signifie vœu ou souhait. Lust, on le traduit par envie et plaisir. Mais ces deux termes en allemand ne contiennent aucunement une notion de reconnaissance. Il y a pourtant un mot en allemand qui qualifie le désir en y incluant cette notion de reconnaissance, qui lui est attenante. C'est un mot de la tradition philosophique. C'est un mot que Freud n'emploie pas, qu'il évite même. C'est le terme, on l'a dit tout à l'heure, de Begierde. Dans la théorie freudienne du rêve, Wunsch est le désir inconscient refoulé. Mais dans le même temps, Wunsch est aussi accomplissement de désir. Le désir n'est pas le besoin. Le besoin, la faim, la soif, c'est assez clair. Le désir, cela reste toujours un peu énigmatique. Le besoin peut trouver sa satisfaction, Befriedigung en allemand, dans un objet adéquat. La satisfaction du désir, Wunschbefriedigung, dans la langue de Freud, est d'un tout autre registre. Comment, comment tente à s'accomplir le désir inconscient, Wunsch? L'accomplissement se réalise dans la reproduction onirique ou fantasmatique des signes de perception au moyen desquels une expérience dite de plaisir, Lust en allemand, ou dite de déplaisir, Unlust en allemand, a été mémorisée au sein même de l'appareil psychique. Et sous quelle forme? Sous la forme des traces mnésiques, comme s'exprime Freud, des traces mnésiques, comme le dit donc bien Freud, lesquelles, comme on le sait, constituent le dit appareil freudien. Accomplissement d'un désir, ce qui veut dire freudiennement, pas d'échappatoire de ce côté-là, accomplissement d'un désir sexuel. D'un désir en tant que sexuel. La satisfaction du désir a toujours une valeur sexuelle car le désir est toujours polarisé sexuellement. Freud lui donne une nouvelle définition. C'est pour Freud une composante fondamentale de la sexualité. Ce terme a pour attrait supplémentaire de consonner avec le terme allemand Liebe, qui signifie à la fois désir et amour. Mais il est difficile chez lui de trouver un sens univoque à ce concept. Il désigne avec ce terme tout aussi bien la convoitise
que la luxure, bien qu'à chaque fois il garde en même temps son double sens de plaisir, Lust, et de désir, Wunsch. Dans Trois essais sur la théorie de la sexualité de 1905, la libido est tout à la fois quantitativement et qualitativement une énergie qui désigne la manifestation dynamique de la pulsion sexuelle dans la vie psychique. Qu'est-ce à dire? Freud a une formule très simple. Il dit que la libido est au désir ce que la faim est à l'appétit. Ainsi, les pulsions sexuelles ont toujours affaire avec tout ce qui peut se saisir sous le terme de Liebe, de désir et d'amour. De désir-amour, dira un jour Lacan. Donc, pour introduire le narcissisme, on m'a dit que je citais trop les références qui sont en bas de page, qui seront pour ceux qui liront ce texte un jour, mais je peux vous dire, quand même dire quelque chose, au moins la date, pour introduire le narcissisme de 1914, puis dans Métapsychologie de 1915, Freud va circonscrire une opposition. La libido est liée aux pulsions sexuelles. La libido liée aux pulsions sexuelles s'oppose et réciproquement aux pulsions d'autoconservation du moi. On est alors dans un dualisme pulsionnel où le moi devient le grand réservoir de la libido. Freud distingue la libido du moi, celle qui reste investie dans le moi, de la libido d'objet, celle qui va à la conquête en investissant les objets. Mais elles peuvent alterner ces deux libidos, se retourner, s'intervertir, comme par exemple la libido du moi se réinvestissant en retour sur le moi, en libido narcissique. D'où un narcissisme primaire, le moi comme réserve libidinale, à distinguer d'un narcissisme secondaire, le moi comme instance psychique introduite dans son texte de 1923, le moi et le ça. Le ça devenant ainsi le réservoir des pulsions. À quoi il faut encore ajouter que la libido peut modifier ses investissements. Elle peut changer d'objet et de but. Exemple, la sublimation dans laquelle le sujet peut arriver à une satisfaction pulsionnelle sans refoulement, à condition que la pulsion soit détournée de son objet et de son but sexuel, au profit d'un investissement d'objet socialement valorisé. L'art, la littérature, les activités intellectuelles et scientifiques, la psychanalyse par exemple. La libido peut encore se diversifier en fonction de ses sources d'excitation, celles des zones érogènes du corps. C'est-à-dire que d'autres zones peuvent être érogénisées, voire le corps en son entier. C'est frappant chez les femmes principalement. La libido, c'est quelque chose en somme de très mobile et très plastique. Changement à vue, d'objet, de but et de source. Au-delà du principe de plaisir de 1920, c'est là qu'on bascule, vous savez, d'une topique à l'autre, on assiste à l'arrivée d'un troisième dualisme pulsionnel. C'est le couple pulsion de mort, pulsion de vie, qui déboule. Les pulsions de mort, c'est Thanatos, c'est-à-dire les forces de déliaison de vie. Les pulsions de vie, c'est Eros, c'est-à-dire les forces de liaison de vie. Elles sont toutes ensemble nouées, tout en s'opposant. Vie, mort, mort, vie. Mais Freud tiendra jusqu'au bout à ces termes de pulsion de mort et de pulsion de vie. Jamais Eros, par exemple, ne remplacera le terme de libido chez Freud. Lacan, comme vous pouvez vous en douter, c'est très différent. Quoique, Lacan ne va pas puiser à l'unique source freudienne du Wunsch pour construire sa théorie du désir. Il fait appel à une autre source, celle qui avait semblé, mais se méfiant des philosophes, récuser Freud.
celle de la Begierde, qui signifie donc appétit, tendance ou concupiscence, qui sont des termes par lesquels s'exprime la relation de soi à la conscience. Où trouve-t-on cette signification de ce terme? Sinon chez Hegel, au niveau de l'un de ses textes majeurs, celui de la phénoménologie de l'esprit. Alors là, je cite quand même la phénoménologie de l'esprit et le chapitre L'attitude de la lutte pour la reconnaissance, le livre 2, chapitre 2, chez Aubier en 56. Donc la phénoménologie de l'esprit, dans lequel on peut rencontrer cette notion majeure de reconnaissance. Ça peut se dire simplement ainsi. Je me reconnais à partir d'un autre qui sert de support à mon désir. C'est-à-dire que je le prends pour objet de mon désir en le niant comme conscience. Pur objet. C'est ainsi que Lacan, dans un premier temps, va définir le désir comme désir de reconnaissance, désir d'être reconnu par l'autre. En effet, quelle est la vision fondamentale première du sujet, sinon celle de se faire reconnaître par l'autre dans la parole à lui adressée? C'est un désir ici qui est reconnu par le désir de l'autre. Il se voit soumis aux lois de la parole qui sont le don, la reconnaissance, l'échange, le pacte et l'alliance. Si le sujet reconnaît les lois de la parole qui légitiment son désir, le sujet peut dès lors trouver à se réaliser dans la rencontre avec l'objet qu'il s'est choisi. Cette thèse résumée ici est parfaitement démontrée au niveau de son texte inaugural de 1953, Fonction et champ de la parole et du langage, dans les écrits. Mais dans un second temps, inauguré par son texte de 1958, on passe de 53 à 58, qui s'appelle l'instant de la lettre dans l'inconscient, qui est également, vous le trouverez dans les écrits, tout change. Et sa définition du sujet et sa définition du désir. Avant, le sujet n'est pris qu'au sens de la personne. Il peut alors trouver une sorte de complétude de son être au moyen de la parole dite pleine dans les années 50. Ainsi, il se réconcilie avec un désir en lui reconnu. Après, c'est bien différent. Après, le sujet est conçu et défini comme divisé par le signifiant et ses effets. C'est la distinction qui existe entre le sujet de l'énoncé, c'est-à-dire le sujet de la phrase, le sujet grammatical, et le sujet de l'énonciation, c'est-à-dire le sujet qui parle et prononce la phrase. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, pas pour un autre sujet, précise bien Lacan. Une distinction avec la personne est à ce moment-là bien définitivement établie. Le désir de ce sujet-là, divisé par le signifiant, est parfaitement soumis aux lois du langage, qui sont des lois essentiellement régies par le jeu de la métaphore et de la métonymie. L'interdiction de l'inceste, c'est la loi du désir, celle-ci étant, répétons-le, consubstantielle à ces lois du langage. Le désir qui était, si l'on peut dire encore, de l'autre, avec un petit a, écrire avec un petit a, devient dorénavant de l'autre, à écrire avec un grand A. Le désir est impossible à dire. Pourquoi? Réponse, parce qu'il se loge, j'ai appelé ça, c'est son logis, en même temps que c'est son logement, parce qu'il se loge dans la métonymie de la chaîne signifiante. La métonymie de la chaîne signifiante, c'est très facile à comprendre. C'est le procédé par lequel un concept est exprimé au moyen tout simplement d'un autre concept, mais précision, d'un autre qui lui est relié par une relation nécessaire. Le désir est alors comme un furet. Il est passé par ici, il repasse par là.
Ça pose un problème, parce que ce désir ainsi logé dans la chaîne signifiante, le sujet ne peut plus le reconnaître. Il faut le lui interpréter, afin qu'il puisse, lui, le nommer. C'est le rôle de l'analyste. C'est le rôle de l'analyste. Ainsi, à partir de ces représentations langagières, le désir est porté à l'existence au moyen de la parole. La tâche du sujet en analyse est de repérer les signifiants qui le déterminent. Par ce seul moyen, ô combien plus radical qu'on ne le croit, le sujet pourra changer le cours de son histoire. Et, chose toujours curieuse, il y arrive. À l'instar de Freud, mais à sa manière, Lacan montre que la réalisation du désir est complètement liée à sa représentation signifiante. Ainsi, l'on peut dire que le premier objet du désir, la mer, l'autre grand A, est le signifiant de sa reconnaissance. Ça pose un sacré problème, car plus le sujet s'avance dans les voies de la réalisation de son désir, plus il prend en pleine face les effets de ce que Lacan a appelé sa destitution subjective et le morcellement de ses objets. Qu'est-ce à dire? La destitution subjective, c'est le fading, l'évanouissement du sujet. Il s'efface, le dit sujet, il disparaît où? Eh bien, il disparaît sous le signifiant qui le détermine, qui le représente. Alors même que le désir, lui, se réalise par l'avènement justement du signifiant. On dit avec Lacan que le sujet doit disparaître pour advenir à l'être de son désir. Vous remarquerez en ce sens que le désir est toujours, in fine, en fin de compte, désir de mort, puisque le signifiant qui l'amarre comporte toujours un effet de mortification pour le sujet. Ainsi, comme l'avait déjà remarqué Freud, Lacan confirme que dans l'accomplissement du désir, il s'agit d'une satisfaction de l'être, entre guillemets, l'être, par définition, insatiable. Il ne s'agit nullement d'une satiété du désir au moyen de la rencontre avec un objet qui pourrait l'assouvir. Le désir, c'est quelque chose qui rate. Et l'acte désirant est toujours à renouveler. C'est épuisant et sans espoir. Mais cet acte est cependant porteur d'un désir nouveau, renouvelé, conquis sur ce que Lacan appelle le non réalisé. Qu'est-ce que c'est que le non réalisé? C'est-à-dire pour lui, c'est ce qui est la définition même de ce qui insiste dans l'inconscient, le non réalisé. Je trouve que c'est très bien comme expression. Lacan est donc cet énergumène, en tout cas pris pour tel par certains, mais en fait second génial inventeur de la psychanalyse, après Freud, qui a corrélé le désir inconscient insistant, le désir inconscient insistant, à la chaîne signifiante. Ainsi, cette opération lui permet de résoudre l'énigme du désir indestructible, Wunsch, ce fameux désir dont Freud nous entretient à la dernière ligne de l'interprétation des rêves. Le désir, c'est donc, on l'aura compris, quelque chose qui est pour Lacan enchaîné au signifiant. Mais comment alors est-il articulé au sexuel? Pour Freud, c'était simple, puisque pour lui, le désir est par définition sexuel, comme on l'a dit précédemment. Lacan va devoir corréler le désir au sexuel. Pour ce faire, il lui attribue un objet qui est conforme à sa structure métonymique. C'est le phallus métonymique. Le phallus signifie en tant qu'il manque à la mère. Le texte de référence est ici dans les écrits la signification du phallus. Signification dans les écrits, donc, page 685. Signification à laquelle je ne peux que vous renvoyer. J'avais déjà fait ça précédemment. Alors, nous en resterons là, à ce retour sur la signification incontournable pour l'humain du phallus comme corrélation du désir au sexuel. Nécessaire, cette corrélation est nécessaire à la théorie lacanienne du désir.
C'est parce que le désir, ça rate l'objet, perdu pour toujours, que par la question de la jouissance, on cherche à y suppléer. La société d'aujourd'hui, on l'a vu l'année dernière, la société d'aujourd'hui, la culture, la civilisation même, s'essaye à nous persuader que la jouissance, c'est ce qui aurait pour nous la solution à l'échec du désir, au ratage du désir. On aura entrevu, je crois que non. Et c'est même tout le contraire. Quel sera l'avenir de cette nouvelle illusion et fausse solution de la jouissance sans entrave, de la jouissance à tout craint? Personne aujourd'hui encore ne pourrait le dire. Nous aurons seulement à le vivre pour le meilleur comme pour le pire. Heureusement, comme dit le proverbe français, le pire n'est jamais sûr. C'est réconfortant. Jacques Lacan récusa que la psychanalyse fût ou soit une psychologie, avec ou sans profondeur. Vous savez qu'à un certain moment, on parlait de la psychologie des profondeurs pour désigner la psychanalyse, c'est les psychologues qui disaient ça, la psychologie des profondeurs. Alors, il récusa que la psychanalyse soit une psychologie avec ou sans profondeur, qu'elle soit aussi un art, une religion, une magie, un discours ou même une science. Si la psychanalyse n'est pas une science, elle est cependant un mode du savoir qui peut ainsi interroger la science. Elle aurait été pour lui, Lacan, ce qu'elle est pour nous, la psychanalyse, une expérience, mais pas n'importe laquelle, une expérience de l'esprit, au moins de laquelle, via un autre, un petit autre, le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour accéder à sa vérité. Pour se faire accéder à sa vérité, trois éléments, trois ingrédients s'avèrent incontournables, que je nomme le transfert, l'amour, la mort, plus un autre, tel un joker ou un furet, le désir. Sauf que le premier, le transfert, se résorbe dans le second, l'amour, et que le troisième, la mort, c'est ce qui permet de vivre et de supporter les deux premiers. Lacan dit en substance ceci, en 72, dans sa conférence de Louvain. C'est parce que vous savez que tout cela va finir un jour que vous pouvez arriver à supporter ça, cette vie, ce monde. Il le dit avec cette force-là, comme vous vous souvenez d'avoir des fois entendu Lacan. Il crie, et tout le monde se tait à ce moment-là. Donc, il dit comme ça en substance, dans sa conférence de Louvain de 72. Même si justement cette vie, pour en jouir, il faut la refouler, la mort, à chaque instant, et miser sur le désir issu d'un manque qui se creuse et recreuse à chaque fois. Ce à quoi se refuse le plus souvent le névrosé, et tout particulièrement l'obsessionnel. Mais pas l'hystérique. Pourquoi? Parce que l'hystérie, c'est toujours quelque part Someday my prince will come. Someday, il faudrait que je chante, je chante mal. Someday my prince will come. Someday, etc. Voilà comment s'en sort l'hystérie, pas l'obsessionnel. Sur le désir, à partir d'une question de Christiane Raban, à la toute fin, le séminaire de Lacan, le dernier séminaire, la dissolution, sur, donc, sur une question que lui pose Christiane Raban, Lacan va lui répondre ainsi. En même temps, il va répondre à l'Assemblée dans ce séminaire, de ce dernier séminaire. Il dit, c'est Christiane Raban qui a été touchée par ce qu'il m'est arrivé d'articuler de la lettre d'amour. Qu'est-ce qui est fixé? Qu'est-ce qu'est-ce qui est fixé? C'est le désir qui, pour être pris dans le procès du refoulement, se conserve en une permanence qui équivaut à l'indestructibilité. C'est un point, dit Lacan, sur lequel Freud est revenu jusqu'à la fin sans en démordre.
C'est en quoi le désir contraste du tout au tout avec la mouvance de l'affect, dont nous rebat les oreilles toutes les psychologies d'aujourd'hui. L'affect, l'affect, l'affect. Non, le désir. Car, voilà, le désir contraste, dit Lacan, du tout au tout avec la mouvance de l'affect. La perversion est là-dessus assez indicative, puisque la plus simple phénoménologie mettant assez en évidence la constance des fantasmes privilégiés. Et c'est ça qui nous intéresse dans la psychanalyse, hein, pas du tout les affects. Pourtant, ajoute Lacan, si elle met sur la voie depuis la nuit des temps la perversion, la phénoménologie de la perversion, pourtant, si elle met sur la voie depuis la nuit des temps, elle ne nous en livre pas l'entrée, puisqu'il a fallu Freud. Il a fallu que Freud découvrît l'inconscient pour qu'il vînt à ordonner sur cette voie le catalogue de ses désirs, autrement dit le sort des pulsions, comme je traduis Schicksal. Pardon. Ce qu'il s'agit de mettre en forme, c'est le lien de cette fixation du désir au mécanisme de l'inconscient. Ça, c'est le séminaire du 18 mars 1980. Tout est dit ici, avec le retour des pulsions. Toujours inconscientes, les pulsions, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Comme ressort nécessaire du ou des désirs, les pulsions, dont il n'y a pas de représentation, je le répète. Ce qui veut dire pas d'image, sinon par le biais incontournable du ou des fantasmes qui, en quelque sorte, les mettent en scène. Et le fantasme, vous le savez, c'est grand S barré poinçon petit a. Il est alors divisé, ce sujet. On dit alors qu'il désire. Il désire, mais est-ce qu'il aime? Ainsi, on peut dire que le sexe naît, c'était le titre d'un de mes séminaires jadis, naît, N-A-I accent circonflexe T du verbe naître, mais naît N apostrophe E-S-T aussi. Ainsi, on peut dire que le sexe n'est pas tout. Alors quoi d'autre? What else? Eh bien, justement, il ne naît du verbe naître pas tout, parce que dès le départ, il y a autre chose. Quoi? L'amour. On y revient. On n'en sort plus, me direz-vous. C'est circulaire. Soit à partir du deuxième, sous-entendu du deuxième amour, le transfert. Le transfert de ce premier amour. Mais est-ce bien la même chose, l'amour et le transfert? Lacan, lui, comme Freud, répond affirmativement dans sa conférence du 13 octobre 1972 à Louvain, que je viens de citer tout à l'heure, lorsqu'il dit le transfert, c'est l'amour. Et il ne le dit pas qu'une fois d'ailleurs là, il le dit ailleurs. Le transfert, dit-il, c'est l'amour, c'est fait avec le même tissu, en tout cas. En 1881, Gustave Flaubert écrit dans son Bouvard et Pécuchet. Ainsi, leur rencontre avait eu l'importance d'une aventure. Ils s'étaient tout de suite accrochés par des fibres secrètes. D'ailleurs, comment expliquer les sympathies? Pourquoi telle particularité, telle imperfection indifférente ou odieuse dans celui-ci enchante-t-elle dans celui-là? Ce qu'on appelle le coup de foudre est vrai pour toutes les passions. Donc, Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1880. Page 26 chez Pocket. Bon. Flaubert, comme on le sait, à tout le moins, est un très bon observateur et son observation peut s'appliquer de même à la passion transférentielle. Mais si l'amour peut frapper dans l'analyse sous la particularité de cet amour appelé par Freud amour de transfert, et qui lui a donné beaucoup de fil à retordre, comme vous le savez, à Lacan aussi, le désir y est aussi bien présent. Désir de l'analysant pour son analyse et ou pour son analyste,
désir de l'analyste afin qu'il y ait de l'analyse. Lacan l'a appelé, ce désir, le désir X. Ce désir X qui caractérise l'analyste est-il un désir à part, autre, ou une forme particulière du désir sexuel? Ainsi, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à passer du fauteuil et devenir analyste? À passer au fauteuil et devenir analyste. C'est ce que Lacan a voulu éclairer en inventant la passe. Interroger ce quelqu'un qui vient de passer du divan en fin d'analyse au fauteuil de l'analyste, continuant ainsi la perpétuation de la transmission du mouvement analytique. Quel est ce puissant désir X, désir énigmatique? Est-ce un désir pur? Lacan parlera du psychanalyste comme celui qui vise à ce qu'il y ait de l'analyse, ou encore qui a pour unique but de réaliser la différence absolue, sous-entendu la différence sexuelle absolue. Sur le désir de l'analyste, un mot. Lacan fera du deuil de soi-même, c'est son expression, la condition de possibilité de mise en acte de ce désir, le désir de l'analyste. L'analyste, c'est une fonction analyste, pas d'ontologie de l'analyste, pas d'être de l'analyste. Le moi, monsieur, je suis psychanalyste est une grosse sottise énonciative. Pas d'être, une fonction, sujet supposé savoir, un support, un semblant d'objet petit a. Si on forme des analystes, c'est pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux le moi soit absent, dit Lacan. C'est sa phrase. Et il le dit très tôt, dès le 15 mai 1955, à son séminaire Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Mais pour qu'il y ait de l'analyste, il faut aussi un désir de savoir qui lui soit à un moment ou à un autre venu. Certains ont dit une pulsion de savoir. Quelque chose en tous les cas qui pousse, voire qui tire au savoir, inéluctablement du côté du savoir. Comment ce désir de savoir peut-il advenir pour un sujet tout occupé presque jusqu'à la fin de son analyse de la question de son propre désir en tant que sujet, et qui plus est, sujet sexué? Il faut dire que le désir de savoir vient quand tombe, quand chute l'horreur de savoir, qui est le nom freudien de la castration imaginaire. C'est l'horreur de savoir sur le sexe. L'horreur de savoir s'inverse alors en cause. Le désir de savoir n'est donc pas un idéal et ne s'adresse pas plus à une connaissance qui s'enseignerait qu'à un savoir servant à dominer la jouissance. Il ne consiste pas non plus à se mettre à la place de l'inconscient, ni d'ailleurs à distance de celui-ci. C'est un désir qui s'origine plutôt d'un trou dans le savoir, rencontré dans l'analyse à partir de la finitude du symbolique et du serrage d'un impossible. C'est impossible, je cite Lacan, c'est impossible l'inégalité du sujet à toute subjectivation de sa réalité sexuelle. Ça, je le tire de l'acte psychanalytique, le séminaire 15 du 7 février 68. L'inégalité du sujet à toute subjectivation de sa réalité sexuelle, dit Lacan. Et ce qui fait comme tel point de butée dans une analyse poussée jusqu'à sa fin. Ce n'est que de ce point de vide dans le savoir et aussi bien d'évanouissement, de fadigue du sujet, que l'analyste peut, énonce Lacan, je cite Lacan là, se faire le désir du patient. C'est dans le séminaire 12, problèmes cruciaux pour la psychanalyse. C'est du 19 mai 1965. Se faire le désir du patient, fin de citation, sans se confondre avec celui dont il a la charge. Ce n'est que de là que son désir peut s'engendrer comme, je cite encore Lacan, désir d'obtenir la différence absolue.
en quoi réside le plus singulier de celui qui l'analyse. À l'inverse d'une identification collectivisante, ce désir est, je cite là, complicité ouverte à la surprise, dit Lacan. Complicité ouverte à la surprise, c'est également dans les problèmes cruciaux le 19 mai 65. Complicité ouverte à la surprise. Chaque mot est pesé, c'est pour ça que je vous le cite. C'est des mots de Lacan là. Ainsi, le désir de l'analyste donne-t-il la direction de la cure dans sa phase la plus profonde? J'ai bientôt fini. Mais comment l'analyste peut-il se faire le tenant de ce dont il sait l'aboutissant, à savoir la destitution, la dissolution du sujet supposé savoir? Car l'analyste ne fait pas le sujet supposé savoir. Ce serait risquer là d'être dans une position de canaille. Comment peut-il alors préserver sa relation au sujet supposé savoir s'il n'est plus dupe de celui-ci? Dupe, on peut cependant le dire dès on peut cependant dire qu'il est toujours du savoir supposé de l'inconscient, et lorsqu'un analyste met par exemple à enseigner à ses risques, à mes risques là, à ses risques, et à enseigner et à essayer de transmettre quelque élément de savoir à partir de son point de méconnaissance, alors il redevient analysant dans sa relation au sujet supposé savoir, comme Lacan l'avait fait remarquer pour lui-même à son séminaire. Quand je vous parle ici, je suis dans la position de l'analysant, pas du psychanalyste, disait-il. Aussi bien un analyste n'a-t-il pas à se tenir quitte une fois pour toutes envers son inconscient. Et quand il fait acte analytique, un psychanalyste, oubliant ce qu'il sait, fait encore acte de foi envers le sujet supposé savoir. Acte de foi envers le sujet supposé savoir, ça c'est une phrase de Lacan, dans l'acte analytique, 7 février 68. Faire acte de foi envers le sujet supposé savoir en se soumettant à la règle du jeu, car ce n'est qu'à cette condition que la question de la vérité peut en effet être posée. Enfin, comment l'analyste peut-il engager sa présence? Il est ici dans une position paradoxale. D'une part, en effet, il ne fait pas semblant, il ne fait pas semblant, c'est l'acte analytique 7 février, une phrase de Lacan, il ne fait pas semblant. Il ne supporte pas le semblant, pareil, l'acte analytique, et à cet égard, ni l'air ni la chanson du semblant ne lui conviennent. Ça, c'est l'acte psychanalytique également du 7 février. L'analyste n'a pas à prendre un ton inspiré, ni à se pousser du col, comme le formulait la mise en garde de Lacan aux jeunes analystes. Mais d'autre part, l'analyste occupe pour un analysant une place de semblant d'objet A, d'objet cause du désir. Comment entendre cette proposition de Lacan? Cette place de semblant d'objet A, il faut l'entendre ici à rebours de toute intersubjectivité, plutôt comme place de personne. Place de personne. Aussi bien comme le nom de personne l'indique aussi, est-ce une place de rang à tenir? Une place de rang à tenir. Car c'est la place d'où l'analysant tire sa jouissance de parole. Et c'est parce que l'analyste s'y prête que l'analysant continue à parler. Et c'est aussi à partir de cette position occupée que l'analyste peut espérer retirer d'analysant des énonciations qui mèneront celui-ci, l'analysant, jusqu'à un bord, le bord extrême de sa jouissance ignorée. C'est alors de ce bord, parfois à la limite du supportable, que l'analysant en fin d'analyse saura trouver le chemin de rebroussement vers son désir et saura aussi ce qui, de sa jouissance, reste à sa charge. Là est l'enjeu du désir du psychanalyste. C'est pourquoi Lacan l'a parfois comparé à un saint, comme vous le savez, en télévision, celui qui fait le déchet. À Deauville, le 8 janvier 1978, lors d'assises de l'école freudienne sur la passe, il énoncera en conclusion de celle-ci: mais il faut dire, dit Lacan, mais il faut dire que pour se constituer comme analyste, il faut être drôlement mordu. Mordu par Freud principalement,
c'est-à-dire croire à cette chose absolument folle qu'on appelle l'inconscient et que j'ai essayé de traduire par le sujet supposé savoir. Serions-nous analystes, fonction analyste, s'il n'existait ce désir d'analyste? Comme le transfert est une forme de l'amour, le désir de l'analyste est une forme particulière du désir. Je vous remercie. Oui, je sais bien, je ne vous ai pas présenté le graphe du désir et tout ça, ni le séminaire 6 sur le désir. Voilà, j'ai préféré prendre les chemins de traverse. Et je peux me permettre une question? Je ne sais pas si ça marche. Oui, qui parle, qui parle? Nathalie Serkin. Ah oui, 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 pardon. Bonjour, Madame Serkin. Oui, Bonjour, Monsieur Lequin. Il y avait, oui, tout à l'heure, vous avez dit le désir rate, comme la pulsion qui rate, et après, vous avez dit le désir est non réalisé. Mais ça me dérange un petit peu, cette notion du désir qui rate. Que la pulsion rate, oui, c'est un fait, parce qu'elle tourne autour de l'objet, et puis son but, c'est la satisfaction par l'objet, mais pas l'objet en tant que tel. Alors que le désir, en fait, il rate pas. Il peut pas rater, puisqu'il n'atteint pas l'objet, qui est un objet cause manquant d'emblée dans la formule du fantasme. Donc on est sur un... Donc je comprenais... Le mot, le désir rate m'a un peu dérangé. Je vois bah, pas je en quoi dirais que il rate. bah, je me place du point de vue du désir, si on personnifie le désir, et quand il vise son objet, il va le rater quand même. Il ne sait pas qu'il va le rater, il croit qu'il va l'atteindre. À chaque fois, le désir croit qu'il va atteindre l'objet. Oui, Et quand il est porté par la pulsion, mais quand il est porté par le fantasme, non. Enfin, je pense. mais il est porté par le désir, oui. Il est parti, il est porté par la pulsion, oui. Oui, ou par le fantasme. Il est représenté par le fantasme. Il y a une représentation que donne le fantasme. C'est vrai que ça discute, oui, ce que vous dites, ça se discute. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Mais du point de vue du désir, je m'imagine être cette bête qui s'appelle le désir, et à chaque fois, ça recommence. Mais à chaque fois, il n'a pas compris qu'il rate. L'objet est raté. Oui, si c'est la pulsion. Ah oui, mais Alors que le désir qui sert de moteur, il continue justement parce qu'il, c'est pas qu'il recommence, c'est qu'il est toujours en quête d'un objet de toute façon devenu objet cause qui est perdu d'emblée. Donc Mhm, on court devant cet objet-là en mhm. désirant tout le oui, temps. monsieur On n'a pas les Ravenaz, achos oui, qu'on trouve dans la oui, pulsion. oui. Il échoue en tous les cas. Peut-être la pulsion rate, mais le désir Ah, échoue. il échoue, il n'y arrive pas parce que finalement l'objet c'est une illusion d'objet. Bah, évidemment. Monsieur Ravenaz. Mhm. Oui, Et- enfin, par rapport à cette question, m'est revenu quelque chose que vous avez dit par rapport au désir, qu'il est dans la métonymie, enfin, Oui, il circule là-dedans, qui m'a fait oui, penser à- à- mais lorsque j'ai commencé à lire, je m'arrêtais pratiquement tous les trois, quatre mots. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'allais voir dans le dictionnaire. Et puis effectivement, le concept que j'allais voir dans le dictionnaire était éclairé par d'autres concepts qui n'étaient pas forcément plus clairs pour moi, pour comprendre ce que je cherchais à comprendre. Et je crois que c'est là qu'il y a quelque chose d'insaisissable dans le désir, qui n'atteint pas, en fait, qui glisse tout le temps. Enfin, c'est comme ça que mhm. je vous ai entendu ce soir, que je voulais partager. C'est comme ça que je comprends le désir qui rate, parce qu'il glisse tout le temps, il n'est pas saisissable. Après, oui, on peut Mhm. effectivement matérialiser, mais dans une représentation. Le fantasme est effectivement quelque chose de l'ordre d'une mise en scène, d'une représentation. Mais c'est pas, je le mets pas sur le même plan que le Mhm. désir, dans ma compréhension de ce que j'ai entendu ce soir. oui, Mhm. d'accord. Eh oui, je suis d'accord. Voilà. Mhm. Oui, madame. Oui, je peux parler. Le désir avant tout, c'est le manque.
Ah, C'est c'est il le est manque. généré par le manque. Il est généré par le manque. euh, Il prend sa source parce que dans le manque. C'est parce que l'objet oui, manque oui, que le oui, mouvement du oui, désir oui, vient démarrer. Oui. oui. Il est de l'ordre du réel, au fond. Ah oui. Enfin bon. Euh, Oui, oui, mais on est d'accord, oui, oui, oui. Mais c'est quelque euh, chose qui... euh, oui, non, non, Allez-y, allez-y. oui. J'ai pas trop saisi ce que vous voulez dire. Vous parlez de place de personne, place de semblant d'objet A, place de personne. Oui, J'ai c'est noté place de personne. une place Vous, vide. vous voulez dire quoi? Enfin, C'est une place vide que personne ne peut oui, l'occuper. L'analyse l'occupe oui, tout à oui, fait momentanément d'une manière... c'est presque une supercherie. C'est presque, c'est presque une oui, escroquerie. Lacan dira à la fin que est-ce que l'analyse est une escroquerie? oui, Il dira oui, oui si c'était pas vectorisé par faire un sujet, fabriquer un sujet, faire se oui, construire un sujet. oui, Si oui, non, mais c'était pas... d'accord. Oui. Oui. Mais c'est vrai que personne, moi j'entends tout le temps, après c'est persona le masque. Donc c'est pas ça. Vous voulez dire c'est place de Ah ben si, ça peut se prendre comme ça, oui, place d'un masque, oui, oui aussi. place d'un masque? Vide ou image, ou fausse image. Bon, Donc ça peut se balader de l'un à l'autre. Le monstre avec un œil, comment il répond? Il s'appelle personne, non? Dans Ulysse, dans le... Hein? je sais C'est pas. personne, hein? Ah, Si. bon, d'accord. L'analyse vient occuper cette place. De quel droit? Si c'était pas dans un certain but. C'est pour ça qu'il ne faut pas Oui, laisser les oui. canards, il ne faut pas laisser les pervers devenir analystes. Ah ben ça, c'est sûr, hein. Mais il Oui, demande pas la permission, hein. non, mais il ne faut pas les laisser quand même dans les Oui. institutions. Voilà, oui, il faut Comment faire? pas se mettre en travers. Dans les institutions, les gens ont une oreille quand même pour pas permettre que ça continue. Oui, Malheureusement, j'entends. voilà. Oui. Non, non, mais j'entends bien. Mais dans les institutions, mais quand il s'installe en cabinet, à nous, Il y avait, dans il y le avait sud de une, la France, il y en a beaucoup, hein. il y avait une époque, dans les années 50, tous les analystes à Paris, et il n'y en avait pas beaucoup ailleurs, se Oui, connaissaient de la oui, SPP oui, ou il y en a pas lacanien. beaucoup. Ils se connaissaient Oui, leur nom. Voilà. oui. Mais maintenant, c'est plus possible. Il y en a partout, surtout dans le sud de la France, comme vous dites. Ça n'a pas l'air d'être les mêmes dans le sud de la France que dans le nord, je sais pas. C'est-à-dire que dans le sud de la France, ce qu'on peut considérer quand même comme pervers, c'est Oui. qu'ils sont affiliés à une espèce d'institut qui est nominé, enfin, d'une certaine façon, etc., avec le signifiant de Freud, sauf que, enfin, c'est des escrocs, quoi. C'est des Eh ben, escrocs, mais qui se targuent de psychanalyse alors qu'ils ont une position contraire à la position de l'analyste, puisqu'ils font flamber la jouissance chez les patients. hmm. Enfin bon, ça c'est autre chose. Oui, 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 mais enfin, quand même, ça fait partie de la question. Ben, c'est problématique, hein. Oui, c'est délicat d'en parler comme ça, là, bien sûr. Oui, oui, non, mais bien sûr. Hmm. Oui, Madame Trémolo, vous voulez parler? Non? Non, vous mangez ou vous parlez? Non? Je mange, je l'avoue, je suis désolée. Alors, est-ce que développer le graphe du désir, Madame Serkin, aurait permis de sortir de l'ambiguïté de le ratage, Ah oui. euh, oui, de dire la pulsion rate l'objet, mais le désir échoue. Entre échouer et rater, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça aurait permis
de dégager le désir de la pulsion? Si on avait eu Hmm, sur le graphe, non. Non, si. Non, c'est pas sur le graphe, c'est plus par rapport effectivement à la définition de la pulsion. Enfin, si ce n'est que sur le graphe, là où on voit la position du désir en tant que tel, en fait, il y a deux flèches différentes. Enfin, il y a le court-circuit qui mène vers le fantasme et ce qui va croiser la ligne donc jouissance-castration, qui est là la formule de la pulsion. Donc, il y a quand même une différence. Hmm. Maintenant, le fait de dire que dans un côté, ça rate sur le pulsionnel, parce que ça fait partie de la définition, et que dans le côté fantasme, c'est pas une histoire de ratage, c'est une histoire de quête incessante. Euh, Effectivement, avec cette image de glissement dont parlait monsieur tout à l'heure, monsieur Reichenbach tout à l'heure, où il y a quelque chose de continu. Là où la pulsion, bah, c'est quelque chose de discontinu, permanent mais discontinu. Et sur le graphe, on peut vous me poser la question, je n'aurais pas forcément développé comme ça, mais on peut effectivement voir ces deux flèches. Ça ne croise pas les mêmes choses. C'est-à-dire, Vanta, c'est de l'ordre du court-circuit à partir du désir, alors qu'effectivement, la pulsion euh, va croiser la ligne jouissance-castration. Le fantasme, c'est un court-circuit pour y arriver. Bon, de là. C'est pour ça que Il le faudrait le désir, développer encore, faudrait le développer plus en détail pour essayer de répondre à cette question-là. Mais le désir était comparé au furet. oui, ah, s'il est passé par ici, il repassera par là. Ça, par contre, on le voit. Sur le graphe, c'est net. Ah oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas plus l'affilier à la pulsion qu'on ne le fait aller vers le fantasme. Oui. Mais bon, ça, on peut en parler pendant des heures hein, Oui, de bien ce sûr. Oui, raconte oui. le graphe. Oui. Mais alors, cette question de désir, là, quand l'emploie pas tout de suite, et puis après, il y a ce fameux séminaire sur le désir qui est énorme, hein, séminaire 6 que vous avez cité, Madame. Et puis après, le désir, oui, il est là, mais il n'est plus au premier plan. Et ensuite, il va y avoir l'arrivée de la jouissance, enfin l'insistance de la jouissance, et on ne sait plus où est le désir. Puis après, à la fin, ça revient quand même. Alors, il y a toutes ces histoires de manque, de désir, de pulsion, de désir, de jouissance. Hein. C'est pas facile de jongler, hein. On a l'impression d'avoir des bébés jongler avec ça. Oui, Et oui, c'est ça. il y a quelque chose qui peut finalement, dont on n'a pas forcément parlé là, c'est l'objet cause aussi. L'objet cause du désir, Mhm. c'est pas rien, parce que finalement, c'est ce qui permet d'articuler la réalité du désir. Mhm. Oui, 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 au niveau du fantasme, S barré pour son petit a, Ouais, oui. Oui. ouais. Alors c'est aussi cet objet petit a. C'est l'autre au début, c'est le petit a, c'est l'autre, l'objet cause Ah, du désir, oui, puis il devient objet plus de jouir, et puis coexiste objet cause du désir et plus de jouir. Hein. Oui, tout à fait. oui. Vous voyez, Tout à fait. c'est pour dire, et c'est ce qui m'a intéressé avec vous encore cette année, me rendre compte à nouveau quoi, que ça change tout le temps la Les gens disent la psychanalyse, ils ont une image fixe dépassée, mais c'est pas du tout. Quand on regarde Freud, ça change tout le temps. C'est pas clair. Et Lacan, ça change tout le temps en fonction de la Oui, construction de sa oui, certitude. oui, Hein? oui, oui. Hein? C'est C'est pour ça que ça établi, dure, hein, sans doute. c'est nié, puis ça revient, il va repuiser. C'est pas facile. Mhm. Alors, il y en a qu'on simplifie tout en gardant le dernier Lacan, comme ils disent. Le dernier Lacan, moi, ça bouge plus, quoi. Les dernières paroles de Lacan, les dernières années, les dernières. Bon, ça bouge plus. Ou la topologie, une dernière période. Mais c'est pas ça, il faut prendre tout. Faut prendre tout. Les deux topiques, Lacan, il faut prendre tout. C'est pour ça que c'est difficile. C'est tout qui nous est hérité. On hérite de tout. Et ce qu'il dit là, ce qu'il dit il voulait les analystes qui aient un moi vide. C'est formidable comme expression. Mais c'est les années 50. Bien sûr, après, il dit, bah, les analystes avec un moi vide, ça n'existe pas. C'est vrai, ça n'existe pas, les gens avec un moi vide. Toute Ouais. analyse qui sont. Mais il voulait que ce soit le plus vide possible. Parce qu'effectivement, le moi, c'est emmerdant, quoi, pour faire de l'analyse. C'est le sujet qui nous intéresse. Le moi se met entre les deux. Le moi est un symptôme. Oui. Voilà, il le dit évidemment aussi.
Alors, les gens ne comprennent pas parce que j'ai l'impression que chez Freud et chez Lacan, ils disent tout et son contraire. C'est vrai et c'est pas vrai, mais ça a une raison. C'est la progression d'une théorie. Oui. Comme avec l'amour, on a vu la dernière fois. Pourquoi Lacan, on verra la fois d'après, pourquoi Lacan dit que il voulait que 74, il veut que le champ de la jouissance soit appelé le champ lacanien. Pourquoi? On n'a pas beaucoup glosé là-dessus. Pourquoi? C'est évident pour tout le monde. Pourquoi? Avant, il veut pas ça. Il dit pas avant qu'il veut que le champ du désir soit le. Pourtant, il a travaillé, il a dégagé le désir. Pourquoi le champ du désir, ce ne serait pas le champ lacanien? Pourquoi c'est le champ de la jouissance? C'est un peu énigmatique à la fin. Pourquoi le champ de la jouissance? Vous voyez, il y a des questions comme ça qui, quand on n'est pas dans le dogmatisme, qu'on peut interroger. Interroger, il y a des raisons de construction d'une théorie, je pense, scientifique, entre guillemets. Hein. C'est une construction. Quand vous pensez qu'ils ont fait ça tout seuls, hein, même Freud, parce qu'il était entouré d'analystes un peu secondaires, peut-être Ferenczi, peut-être Abraham, mais bon, et Lacan tout seul, quoi. Alors, on peut dire que c'est un délire aussi, bien sûr. Mm. Ah, oui, le manque, ça fascine beaucoup plus que l'objet. Le manque de l'objet. C'est pour ça que j'ai cité le clou, là, qui restait de la Joconde. Le clou, les gens Oui. étaient venus voir le clou, c'était le clou de la Joconde, quoi. C'était le clou du Louvre. Mm. Le clou, comme on dit, c'est le maximum, quoi. C'est l'apothéose. Le clou, c'est ça qui venait voir les gens, le clou. Avant, ils ne venaient pas voir la Joconde, ils venaient voir le clou, parce que c'était le signe que manquait la Joconde. C'est le signe du manque qui fascine. Mm. Le manque de phallus sur le corps féminin. Voilà. Voici une déclination de cette question. C'est toute l'humanité qui réside là-dessus. Voilà. Voilà ce que j'ai voulu un peu dire avec vous ce soir. La prochaine fois, oui, il est tard, hein, la prochaine fois, ça sera sur la jouissance dont on a déjà parlé, mais je reviendrai en repassant sur les choses essentielles et en essayant de pousser plus loin le bouchon. La troisième fois, donc la prochaine fois, troisième fois, ça sera le triptyque sur la jouissance. Et s'il y a une quatrième fois, j'espère, on va nouer tout ça pour voir que tout ça, ça se répond tout le temps. Tout le temps. C'est un cercle infernal. Ça tourne tout le temps. Ça ne nous laisse pas en paix, les humains. Alors la pulsion est rate, le désir, il échoue, l'amour, c'est la grande déception. Enfin, pas toujours, bien sûr. Mais l'amour poussé à son extrême, ça vire à la haine. Alors, et qu'est-ce qui reste dans tout ça? Voilà, voilà, qu'est-ce qui reste dans tout ça? Ça ne vous relève pas un analyste. Et pourtant, on continue. Lacan disait, si on se mettait sur le ticket d'entrée dans l'analyse, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, les analysants? Mm. Est-ce qu'ils continueraient? Mm. Je leur disais la destitution subjective, le désêtre de l'analyste, la castration symbolique et non plus imaginaire. Est-ce que vraiment ils voudraient faire le parcours? Le désêtre de l'analysant aussi. Le désêtre de l'analysant. Ben Oui. oui, Oui. avec la destitution subjective. Vous savez qu'il a hésité là-dessus, hein. Il a d'abord dit le désêtre de l'analysant, et puis après il a dit la destitution subjective, et le désêtre, il l'a mis du côté de l'analyste. Il a hésité quelques semaines. On le Oui, voit dans le séminaire. Donc il ne savait pas où le placer. Mais il doit y avoir les deux, hein. Comme vous le oui, dites. c'est ça. Je pense Il y qu'il a y a les aussi, deux. Oui. bien Oui. sûr. Bon, bah alors on va se quitter alors. Oui. Pour se retrouver, il faut Ben, se quitter. merci. Comment? Oui. Pour se retrouver, il faut se quitter. On se Oui. retrouve le 27 Bonsoir. février. On se retrouve le 27 février, 27. le 27 mai, Le mars. 27 février. Non, Ah bon? avant. Mais non, Avant. vous vous trompez. On se retrouve tous Le les 2 mois. 27 février. Non, Non? vous êtes sûr?
Non, pas du tout. Surtout pas le 27 février. Regardez bien. Non, on se retrouve pas le 27 février, effectivement. Ah bon? C'est le C'est le 27 février. 13 mars. 13 mars. Ah, voilà, c'est le 13 mars. Ah, Ah, La troisième conférence, avec les quatre conférences cette année, le troisième, ce sera le 17 mars, vous dites? 13. 13 mars, voilà. Puisque la quatrième, ce sera en mai. excusez-moi. Oui. Voilà. Le 22 mai. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Ben, écoutez, je n'ai pas dit au début, mais encore bonne année à tout le monde. Merci. Oui. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Entendu. Merci, Monsieur Luca. Merci de m'avoir supporté. Merci bien. merci, Au monsieur Merci, revoir. Lucas. Monsieur Luca. Merci D'accord. Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Ah, j'entends des voix que je connais aussi. Ah, oui, oui, très bien. Très bien. Merci bien. Bonne Au soirée. revoir. À Au revoir. Bonne bientôt. soirée à Bonne tous. Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attendez, j'arrive pas à éteindre. Ah, Ciao. mon